Mer Méditerranée. Veuillez d'abord déverrouiller votre iPhone. Oh là là. Je ne suis pas sûr de savoir qui c'est. Comment s'appelle votre mère? Il comprend rien. Mer Méditerranée. Voilà quelques informations. Alors, la Méditerranée, mer poubelle. Bah, ça commence bien. La Méditerranée survivra-t-elle à l'été? Température record en Méditerranée. Oh, j'en ai marre. Oh. Qui c'est qui est fermé? Licia, t'as fermé la bouteille. Je sais que c'est toi. Saleté. Bon, allez, ça suffit. Il est où mon peignoir? Méditerranée. La conservation ne suffit plus, il faut réparer l'écosystème. Je repeuple la mer. Sauver les jeunes animaux marins. Donia application. Ah, c'est la Posidonie, ça. Il faut agir. Souviens-toi, les missions impossibles sont les seules à réussir, Franck. Y a quelqu'un? Commandant, c'est vous? Faut que j'arrête la baignoire, moi. Come on, Frank. Bill? Yeah, just do it. Moi? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Ok. Bon, j'ai décidé de tenir un journal pour parler de la Méditerranée. En fait, j'en ai marre de voir dans les médias qu'on dit tout le temps que la Méditerranée, c'est la mer la plus polluée au monde, qu'elle est en train de mourir, que voilà, c'est fini. En fait, quand on cherche un peu, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui bossent justement pour qu'elle aille mieux. Et moi, j'ai décidé de les mettre en avant. J'ai décidé d'en parler. Alors, je ne sais pas si je suis le plus légitime, mais en tout cas, c'est ma décision. Et voilà. Donc, du coup, je fais mes affaires, je pars dans le sud. Ça peut pas être là, c'est pas possible. Ah là, je suis complètement paumé, là. Gilles? Y a personne? Ah! Y a un panneau, c'est bon. Écocéan! J'arrive! C'est moi!
Gilles? Oh, Salut. Franck, Ça va? tu nous as trouvés? Bah ouais, c'est pas évident, hein. Tu vas bien? Ouais, bien, et toi? Ouais, bien. Bon, alors c'est là la ferme? C'est la ferme qui nous permet de repeupler la mer, ouais, avec différentes techniques. D'accord. Alors ouais, Damien est là-bas dans la ferme, Ok. et puis ensuite, une fois que tu vas voir tout ce que tu vas voir avec Damien, il va te montrer les petits aquariums avec les petits poissons, les moyens, les grands Ouais. poissons. Et ensuite, tu iras avec Anto plonger et voir les biotes en vrai. Génial, j'adore ça. En plus, la météo est super là, donc c'est Ouais, super. c'est cool. Bonjour, c'est Damien? Ouais, c'est ça. Enchanté, Franck. Enchanté. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Ici, c'est le projet Cassiomar d'Écocéan. On fait de la restauration écologique. Et donc, on pêche des larves sur Cassis, Ciotat, Marseille. On repeuple 6 mois après. Ok. Bah vas-y, montre-moi. Allez, bah justement, on avait l'heure du nourrissage. Donc, je vais bah, pouvoir te allez, montrer on va les les nourrir. Allez. stades les plus jeunes qu'on a. Là, ce sont Ouais. les postes larves. Donc là, tu vois, justement, j'ai du plancton. D'accord. Et on va pouvoir en distribuer. Ok. Voilà, donc là, c'est vraiment des toutes petites crevettes qu'on leur donne. Ah, on voit presque rien, quoi. C'est ça. Et donc là, c'est un aliment assez petit qui soit adapté à la taille de la bouche. Juste au-dessus, on a un aquarium avec du loup. Donc là, je vais leur donner un petit peu de plancton. Allez, les sons tout de suite. Ils sont bien plus vifs que les autres. Ouais, ils sont un petit peu plus vieux, ceux-là. Ouais. De quelques jours. Ah, tout ça, c'est vraiment des animaux qui ont à peu près 20 jours, 1 mois de vie. D'accord. Donc là, on les élève en petit aquarium. Et après, derrière, justement, on va s'occuper de nourrir certains bassins où les animaux sont un peu plus gros. En fait, on va pallier la mortalité qu'on a en milieu naturel. Globalement, on estime sur le stock de larves en milieu naturel, on a seulement 1% qui regagne la côte. Nous, ici, on va avoir plus de 80% de taux de survie parce qu'ils sont énorme, dans... la différence, quoi. C'est ça. Et tout ça parce qu'en fait, ils sont dans des bonnes conditions. Et vous les mangez après les poissons? Non, pas du tout. Le but, là, c'est de les repeupler et de les remettre dans la grande baie. D'accord. C'est fou, là, cette ferme à poissons, à adolescents poissons. C'est un peu comme un internat, quoi. Bah, exactement, à ce stade de vie, on peut le comparer ouais. à ça. Et maintenant, là, je vais te montrer, on va changer d'ambiance. On va rentrer dans une ferme à coralligène. Donc là, on est en phase expérimentale, Ouais. on est les seuls à faire ça. Ah oui, donc c'est un peu top secret, quoi. Exactement. Allez, on y va, on va voir ça. Et là, c'est ambiance boîte de nuit, quoi. C'est quoi cette ça. lumière Ah, là, le but, c'est de recréer vraiment une ambiance comme si on était à 50 mètres de fond, parce que c'est la profondeur où ils ont été prélevés. Et donc là, on est à peu près sur la lumière, je vais dire, au paroxysme. Quoi. Là, c'est vraiment La lumière maximale. maximale, ouais. Pourtant, on voit pas grand-chose. Et alors, il fait super froid. Exactement, parce que là, on recrée aussi la température de 50 mètres, donc on est sur à peu près 16 degrés. Wow. Donc là, ici, tu as les 3 bassins, en fait, ce sont les bassins où on a les pieds mers. C'est-à-dire qu'à partir de leur ramification, Ouais. moi, je vais pouvoir prélever une bouture. Alors, montre-moi. Donc là, tout ça, c'est des bacs dont les boutures sont issues des pieds mers qu'on a dans le dos. Donc par là, tu as du corail rouge, tu as des gorgones oranges, tu as des boutures de gorgones mauves. Donc là, c'est plus ou moins en fait une étape expérimentale. En fait, on fait des boutures ici dans cette ferme, dans ce labo, pour après les réimplanter en milieu naturel et après les suivre pour voir s'il y a toujours un bon regain, une bonne croissance en milieu naturel. La solution à venir, c'est de se dire, on pourrait faire des boutures à plus grande échelle pour pouvoir réimplanter dans des écosystèmes qui ont besoin d'un petit coup de pouce. D'accord, Ça, c'est booster l'objectif. le système, le consolider, Exactement. l'écosystème. C'est tout à fait D'accord. l'objectif. Et tu me disais, Andromède aussi va aller réimplanter ces gorgones C'est ça, à ils sont 50 mètres. C'est ça, ils sont partenaires dans le projet, ils ont prélevé et c'est eux qui s'occupent après aussi de remettre et de suivre après les colonies, les boutures en milieu naturel. On essaiera d'aller voir ça. Hein. Moi, je vais te montrer une vidéo de repeuplement. Donc, c'est un repeuplement qu'on a fait sur Toulon l'année dernière. Donc Ouais. là, tu vois, on a les plongeurs là, qui... Qu'est-ce qu'ils ont dans les mains là Alors, dans les mains, en fait, ils ont des nasses. On a pêché le matin les poissons. Donc vous les avez récupérés à la ferme? On les a récupérés à la Ok, ferme. Il y en a à peu d'accord. près 80-100 par nasse. Et donc là, tu vois, on arrive sur le site de repeuplement. Donc, on a fait des villages. Et là, le but, c'est que là, les plongeurs, ils vont amener les nasses sur ces différents endroits. Donc là, il y a à peu près 4 cloches. Et donc là, c'est des poissons qui ont 6 mois. C'était ceux qu'on C'est- avait vus. C'est ça. Là, sur la fin du- ils ont 6 mois. Là, c'est la fin du cycle. Ils font à peu près 7
jusqu'à 10 cm. Ouais. Tout ça, ça contribue justement à bien les acclimater. Et après, tu vois, le lendemain, on retourne sur site et on les libère. Voilà. Donc après, en fonction des espèces, les animaux, ils peuvent rester un petit peu autour, découvrir un peu le milieu. Ou après, parce que là, ils vont vers vous, vers les plongeurs, c'est marrant. C'est ça. C'est comme Ça peut durer un petit quelques minutes et puis après, généralement, ils se fondent. Ils font leur vie. Voilà, ils se fondent avec d'autres poissons qui, eux, sont restés dans le milieu. Donc, D'accord. Ah, ça y est, je commence à comprendre. Et ça fait plaisir de voir que, bon, il y a des choses qui se passent et il y a des solutions surtout. Ouais. Merci. Bon, j'ai hâte de découvrir les biotes maintenant. allez. Anto! Anto? Hey! Salut Franck. Tu m'entendais pas? Ouais, j'entends rien là, il y a du clapot, il y a la mer et tout, c'est compliqué. J'ai fini là, si tu veux, on peut aller derrière, on peut aller... Ok, ok. Au caillou là-bas. Allez, ça marche, on y va, allez. Salut. Yes. Salut Franck. Ça va? Hop, ça va et toi? Attention, c'est vrai. Attends, je récupère mes C'est ça yeux. le biote? Exactement, c'est ça le biote. D'accord. Ouais. Ah ouais. Donc tu vois, c'est composé, c'est une cage qui est composée d'acier et de coquilles d'huîtres. Ouais, c'est lourd. L'idée, si tu veux, c'est un habitat. Ouais. Si je peux donner une image, c'est comme une maison à insectes, mais dans l'eau. D'accord. Donc on va avoir énormément de faune et de flore qui vont se développer autour. Et l'idée, c'est de redonner une fonction d'habitat dans des zones qui ont été modifiées par l'homme. Ici, dans un grand port comme le port de Marseille, à une époque, on avait des petits fonds côtiers. Ces petits fonds côtiers, c'était des endroits qui servaient des zones de nurserie. Et donc les jeunes poissons côtiers, donc je fais des généralités parce qu'il y a plein d'exceptions évidemment, mais de manière générale, les jeunes poissons côtiers, quand ils sont très jeunes, ils viennent regagner cette côte pour s'installer et entamer leur croissance. Ils cherchent un habitat pour se protéger des prédateurs et pour manger évidemment. Et donc, dans des endroits artificialisés comme un port où tu as des caillisses en béton et de la vase au fond, en fait, des habitats, il n'y en a plus. Il n'y a rien pour se protéger, quoi. Hein. Exactement. Et manger. Donc, l'idée qu'on a eue chez Écocédéran, c'était de redonner une fonction écologique à ces espaces en les équipant avec des habitats artificiels. Des maisons pour eux voilà, et à manger. Exactement. Bon, mais c'est génial et on va voir ça sous l'eau. Si tu veux, je peux t'emmener les voir. Là, on en a juste là derrière moi. Donc, allez. On va aller prendre les blocs et puis je te montre ça. Allez, attends, je vais les chercher. Allez. Ah, j'oubliais. Ah non, il n'y a que Mimi qui arrive. Attends, j'essaie ça. Ah oui, je sais. Ah, ben voilà. C'est bon. Allez, on y va. C'est bien la première fois que je plonge dans un port. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah oui, une blénie. Effectivement, c'est gavé de poissons. J'aime bien plonger avec Anto, mais ma prochaine mission m'attend. Après les poissons, les herbes. Je savais pas qu'il y avait de l'herbe dans la mer, mais visiblement, Andromède les replante. Oula. Oh là 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 là. Faudrait pas que je tombe devant eux, là. Hé, salut. Ça va et toi? Ouais. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Hop. Hop là. Bien. Attends, je l'accroche. Hop, ça n'aille pas. Parfait. Alors, j'ai vu qu'il y avait des plantes Posidonies qui étaient arrachées. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de les replanter? Comment ça se passe? Eh ben oui, regarde, ça c'est ce qu'on collecte. Et on lui met des agrafes. Oui. Comme ça, on la prépare pour lui faciliter en fait
L'ancrage. Après, donc là, tu vois, on a fini cette caisse. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller la transporter là-bas. Il y a Nils qui va venir la chercher. Il nous la transporte en surface. Et nous, on sera au fond et il nous l'envoie et nous, on la récupère. On l'ouvre et on sort les fragments et on replante. Ok. Et voilà. Nils, tu peux aller. Allô. Et nous, on va se préparer. Allez. Quand on calcule la surface de Posidonie juste en France, c'est 8 fois la taille de Paris. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment gigantesque. C'est une plante qui a des caractéristiques assez exceptionnelles. Donc elle a deux reproductions, une par les rhizomes. Donc c'est ce qu'on a vu là quand on a graffé, on mettait autour du rhizome. Donc elle grandit comme ça et elle a une reproduction sexuée via les fleurs. Et les graines qui vont exactement. Donc les courants se disperser. Exactement. Et donc ça c'est l'espèce. Mais cette espèce, en fait, elle crée un écosystème complet. Elle structure un écosystème complet, donc l'écosystème de Posidonie, où dedans, là, viennent s'abriter plus de 1000 espèces animales, 400 espèces végétales, et c'est ce qu'on appelle l'écosystème de Posidonie, et qui a de nombreux rôles pour la Méditerranée, donc pour le fonctionnement. C'est un habitat, ça va être une zone de nurserie, ça va être une zone de frayère pour beaucoup d'espèces. Et ça a un rôle, donc comme ça pompe le CO2 et que ça émet de l'oxygène, on dit que c'est un formidable pompe à carbone et donc ça limite le réchauffement climatique. Même j'ai entendu dire un puits de carbone. Exactement. Et alors elle est aussi menacée cette plante, c'est quoi la première menace sur la Posidonie? Alors pendant très longtemps on avait un problème de qualité d'eau en Méditerranée, il y a plus de 20 ans, 30 ans, où, il y avait énormément de rejets, énormément de pollution chimique. Et ça, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc grâce à ça, on a une qualité d'eau qui est bien meilleure. Grâce aux stations d'épuration notamment. Notamment les stations d'épuration. Et donc la plante s'en porte beaucoup mieux. Bon, sauf qu'on a basculé sur un autre problème. C'est l'ancrage. Voilà, c'est la première cause de dégradation de l'herbier. Donc c'est pour ça que nous on la replante. Tout ce qui est arraché, tout ce qu'on replante, a été dégradé par les ancrages. Et quand on fait un parallèle, parce que ce qu'on trouve dommage, c'est que en fait, en terrestre, on ne se poserait pas la question. C'est-à-dire que si tu vas en forêt, comme la forêt de Posidonie, tu ne vas pas garer ta voiture, couper 5 arbres pour garer ta voiture. Bon, là, pourtant, c'est ce qu'on fait l'été. C'est-à-dire que pour rester en surface, hop, on envoie l'ancre, et peu importe ce qu'il y a dessous, et on arrache toute la forêt qu'il y a dessous. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Et donc pour ça, en fait, il existe une application qui s'appelle Donia, dont Johan va largement te parler. Et donc tu peux aller la voir et tu verras, c'est une super application. Ça marche. Bah, merci beaucoup Sébastien. De rien. À bientôt. À bientôt. Johan, Ouais. je
Je peux te voir 5 minutes? Mais carrément, viens, installe-toi. Ouais. Alors on m'a dit que t'avais des trucs à me montrer. Oui, bah j'ai entendu que Sébastien te parlait un petit peu de l'ancrage du coup Exactement. dans les herbiers. Donc je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo-là. Donc c'est quoi, une vidéo sur quoi? Sur les ancrages? Alors c'est une vidéo sur tout à fait l'impact de l'ancrage sur la posidonie en Méditerranée. Donc l'idée c'était de montrer ce qui se passait sous l'eau, puisqu'on avait vu déjà en faisant quelques études des énormes cicatrices en fait dans les herbiers. On faisait un petit peu des campagnes sonar et on voyait grâce à cette machine-là qu'il y avait des grandes traînées dans l'herbier. Et donc les plongeurs sont allés sous l'eau pour prendre des vidéos. Et on s'est rendu compte qu'il y avait ces fameux impacts du yachting. Ah oui, c'est des gros bateaux. Il y a aussi des petits bateaux, comme là tu vois, c'est une assez petite ancre. Il faut savoir que forcément, plus le bateau est gros, plus l'ancre et la chaîne sont lourdes. Sont énormes. Impacts, les impacts ne sont pas les mêmes. Mais l'idée, c'était de montrer. Il est en plein milieu du champ. L'arrachage de l'ancre, mais aussi le dragage de la chaîne. C'est énorme. Ah oui, le diamètre est énorme, quoi. Oui, oui. C'est comme un sillon, comme si un agriculteur était passé avec une machine et avait labouré le champ. C'est un dragage en fait complètement de l'herbier. Et bon forcément, la posidonie mettant très très longtemps à repousser, ça te fait ces cicatrices là on voit ces grandes pendant des centaines d'années en fait. Sur l'échelle humaine, c'est énorme. Du coup, suite à ça, ce qui a été fait, c'est que on s'est retrouvé avec plein d'images de sonar qu'on a voulu cartographier en Méditerranée, se dire voilà, il y a des herbiers de posidonie là, il y a du sable ici. Donc on a récolté ce genre d'images. C'est une vraie cartographie pardon, de la posidonie. On a totalement cartographié la posidonie. Là, si tu veux, je peux te montrer exactement où tu as plongé avec Sébastien. Ouais. Voilà, là c'est le port de Beaulieu. Vous étiez exactement ici. D'accord. Cette zone. Vous connaissez toutes les zones par cœur, quoi. Exactement, en fait c'est cartographié au 10 cm près, on dit, c'est vraiment très très précis. Et ce que tu vois ici, c'est ces fameuses cicatrices en fait dans l'herbier des encres. C'est incroyable. Donc nous on était ici. D'accord. Et l'idée c'est de se dire, puisque le problème c'est que en général les gens jettent leur encre parce que ils savent pas trop et ils veulent juste se mettre, il faut qu'on leur montre ce qui se passe sous le bateau et leur dire où ancrer. Donc on a inventé Donia, qui est une application. L'application, il m'en a parlé. Exactement. Qui est disponible sur téléphone, sur tablette, Android, iPhone, tout ce que tu veux, gratuitement, et qui met à disposition ces cartes très précises et qui va permettre en fait à l'utilisateur de venir avec son bateau se mettre au-dessus de la petite tache de sable au milieu de l'herbier de Posidonie. Je m'en vais télécharger cette application. Donia, D-O-N-I-A. Tout à fait, pour Posidonia. Oh ouais, évidemment. C'est pas rien ça. Voilà, regardez. Elle est en train de télécharger. Ça va, il y a du réseau. Voilà. Parfait. Bon, et merci Johan. Merci à toi, je compte sur toi pour en parler. C'est clair. De toi. Allez, à la prochaine. Salut. Bon, je l'ai garé où ce paddle là? Alors c'est par où Paris? Faut que je me dépêche. Faut pas que je rate mon train moi. Salut voisine, ça va? Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais avec une pagaie toi? Attends, je suis en mission pour la Méditerranée là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah ouais, j'ai rencontré des gens formidables. Il y en a qui replantent de la posidonie. Tu sais ce que c'est? C'est une plante. Ils la prennent, hop, ils la repiquent. Puis il y a des gens qui repeuplent la mer aussi. Bah ouais, avec des poissons. Carrément. 2500 poissons par an. 2500 poissons par an. C'est fou, non? Ouais, avec tout ce qu'on pêche. Avec tout ce qu'on mange. C'est du bubitia, non? Non, c'est bien, non? Ok. Bon. Eh ben écoute, bon courage pour ta mission. Ok. Allez, à bientôt. Ciao. C'est vraiment ce qui s'est passé? Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en plus, quand je suis rentrée à la sellerie, fallait que je nettoie les sangles et tout. Salut. Ah, tiens, tu tombes bien. Viens écouter ce que dit ta fille. Tu vas voir. Tu vas être content.
Non mais il faut que je te dise, aujourd'hui tu vois j'avais équitation. Déjà j'avais pas envie parce qu'il pleuvait, il faisait froid. Du coup on est allé, il y avait de la boue partout. Et puis à l'obstacle 4, je me suis pris une branche dans la figure. Et quand je me suis pris la branche, je suis tombée du cheval vraiment. Le verre il était à ça de ma tête. J'ai failli me prendre un coup. Et Caramel il est juste parti en courant, il a sauté la barrière. Et 2500 poissons, c'est pas assez? Qu'est-ce qu'elle y connaît, la voisine? Il a dit bon, qu'on allait payer 4000 €. Ensuite, En même temps, maintenant, je doute. la carte bleue. Donc là, il va falloir que tu payes 4000 €. T'es d'accord, hein, tu vas payer les 4000 €. Eh oui, c'est ça. Oui. Tu payes? Eh bravo. Chèque, hein. Félicitations, Oui, ma oui. chérie. Continue comme ça, c'est très bien. T'es sûr? C'est très très bien. Non mais t'es vraiment ok? C'est ce qu'on va faire. Je crois qu'il va pas mieux ton père, hein. Il est sûr de ce qu'il dit? Je sais. Je sais ce que je vais faire. Alors, peut-être que pour convaincre les sceptiques, il faut leur montrer à quel point cette Méditerranée peut être belle. Et aussi voir des scientifiques pour montrer que tout ça, ça a du sens. Alors, je crois que j'ai l'endroit idéal pour ça. La réserve de Cerbère-Banyuls. Allez, je fais mes affaires et on y va. Oh, Xavier! Oh, Franck! Ça va? Alors, comment ça va? Très bien, et toi? Nickel. Eh, c'est toujours aussi beau ici. Hein? C'est le sud. Regarde, la mer, pétole, 25 mètres de visibilité. Ah ouais? Ouais, là, on va se régaler. Des pures conditions. On y va? Allez. Qu'est-ce que tu veux voir? Ben, je sais pas, des cordes. Allez. Allez. Les mérous aussi, un peu? Ah bah oui, mais ça, on en voit souvent ici. Ah ouais. Il y en a énormément. Il y a eu le dernier comptage la semaine dernière. Ah oui. Il y a 2 couples de balistes qui ont été observés tout l'été. Ah bon? C'est magnifique, énorme. C'est la première fois, ça. Ben oui. Et comme quoi chaque année, on voit un changement On peut positif. parler de l'effet réserve. Exactement. Allez, Arsène. Hop. Alors Xavier, cette réserve, elle se situe où exactement? Alors la réserve, elle commence au niveau de Cerbère, plus précisément le village des Alouès qui est en face. Et la frontière nord, elle est au niveau de Bagnols-sur-Mer. D'accord, ok. Et alors, toi, ça fait quoi, une vingtaine d'années que tu C'est fais ça, cette ça réserve? fait 20 ans que je suis ici, que je côtoie cette belle réserve. Première réserve marine de France. Ah oui? Quelle année? 74. Donc c'est une réserve quand même qui est extraordinaire. Tous les ans, on voit une amélioration en fait des espèces en quantité et en grosseur de poissons. Énormément de mérous, dernier comptage plus de 600. 600 mérous là? Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Tout est gros en fait, les corbes sont énormes, on a des dentilles qui sont immenses. Ouais. En fait, voilà, c'est une faune qui est beaucoup plus grosse qu'à l'extérieur de la réserve. Et alors, cette réserve, elle bénéficie à combien de clubs de plongée? Ici, sur la côte, on est 15. 15 clubs, d'accord. Et les gens, ils viennent plutôt pour voir les animaux ou plutôt pour passer leur niveau de plongée? Il y a de tout. Il y a des gens qui viennent pour passer le niveau et qui vont joindre l'utile à l'agréable, puisque c'est la réserve, on a une belle visibilité, ils viennent voir des poissons, plutôt que de faire un niveau de plongée dans une piscine ou dans une fosse, c'est quand même plus agréable. Et alors, cette réserve, elle a d'immenses retombées économiques? Ah oui, les retombées économiques sont assez larges, car ce n'est pas que les clubs de plongée qui en bénéficient, évidemment. Hein. Quelqu'un qui va venir plonger, il va venir à 2 peut-être, mais ils viennent en famille. Donc ils vont peut-être 4 ou 5. Et donc ces personnes-là, il faut les loger, il faut les restaurer. Ils vont peut-être prendre des souvenirs, aller manger une glace, boire un verre en terrasse. Donc en fait, ça fait travailler beaucoup de gens. Bon, moi, ça me donne envie de plonger, là. On y va? On s'équipe et on y va. Ah non, tu vas voir, on va pas s'équiper. Pour s'équiper, j'ai un autre système. Donne-moi la main. Fais-moi confiance, vas-y.
Ouais, bien sûr. Oh pétard, j'espère que j'ai pas oublié mon maillot. Bon, Philippe L'Enfant, biologiste marin, où es-tu? Il paraît que t'es bâti comme un Golgoth. Je devrais te repérer de loin. Ah, il est là. Ah ouais, je vais paraître minus à côté. Salut Philippe. Salut ça va? Franck. Alors on va compter les juvéniles, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, comptage de juvéniles. Comment ça se passe? C'est assez facile, hein. On appelle ça du comptage visuel en plongée. Alors là, on n'est pas en plongée, on est en randonnée palmée. Donc pas le masque tuba. Voilà, pas le masque tuba. Et la particularité, c'est que tu le vois sur la plaquette, hein, là j'ai un calque avec le trait de côte. Ouais. Et donc je vais longer le trait de côte pour identifier les poissons qui seront présents. Alors là, on travaille spécifiquement sur une espèce, le sarcomin. Ok. Et donc, je vais pouvoir noter au fur et à mesure que j'avance le nombre d'individus qui sont présents. Tu notes directement en plongée sur la plaquette ce que tu vois. Directement. J'ai le crayon à papier, ouais. ça marque très bien sur la plaquette. Mais en plus, la particularité, c'est que j'ai des gabarits pour retrouver les bonnes tailles, parce que sous l'eau, ça grossit avec le masque. Bien sûr. Et là, l'idée, c'est pour chaque individu qu'on va rencontrer, je note peut-être 3 individus de 30 mm qui étaient accompagnés de 2 de 20 mm. Tu notes tout directement sur la plaquette. Okay. Donc on a une codification qui est assez simple, hein. Le nombre, / la taille. Et comme ça, après, je fais mon récap une fois que la plongée est terminée, quoi. Bon, allez, moi je suis chaud, on y va. C'est parti. C'est là? Ouais, le bateau est là, le matériel est à bord, donc il y a plus qu'à. C'est parti.
sûr, hein, c'est... Je suis pas mécontent que ça se termine, ce truc. Bon, alors Philippe, là, on a vu plein de juvéniles. Alors, je t'avoue que j'arrive pas trop à les reconnaître. On en a vu du sarcomin? Alors effectivement, il y avait pas mal d'espèces différentes. En termes de sarcomin, il n'y en avait pas énormément. En fait, c'est une année qui est plutôt à faible effectif. Hein. Alors, je te dis ça parce que moi, je le fais depuis 1994. Ah oui, ça fait quasiment 30 ans. Ouais. C'est énorme. Donc c'est énorme. Mais c'est aussi par rapport à ces 30 années que maintenant, je comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et tu vois, par exemple, cette année, je crois qu'on doit être à 600 individus sur 20 km de côte. D'accord. La plus mauvaise des années, ça a été 250 individus. Donc vraiment, là, c'était vraiment les effectifs étaient très bas. Et par contre, on a eu des années où on a des effectifs qui sont très importants. C'est monté jusqu'à 5000 individus. Mais ça, c'est arrivé que 3 fois. 5000 individus, en fait, c'est pas beaucoup. Moi, je pensais que c'était des millions, quoi. Ah, non, 5000, c'est énorme pour une espèce et pour les 20 km. En fait, les millions, c'est plutôt au niveau des œufs et des larves. Là, effectivement, il y a des millions d'œufs qui sont émis, des millions de larves qui sont dispersées dans les masses d'eau. Sauf que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a une mortalité énorme. On a quasiment plus de 99% de mortalité naturelle. On a fait le calcul, nous, sur 1 million d'œufs émis, on en a au final qu'un seul qui arrive à boucler le cycle de vie et arriver jusqu'à la reproduction. C'est rien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette grosse quantité. Mais nous, on est plutôt sur la phase finale quand on observe les juvéniles dans le milieu naturel. Donc c'est normal qu'on soit sur des chiffres qui sont de cet ordre-là. D'accord. Et du coup, là, on a fait cette observation dans la réserve. Ouais. Donc on en voit plus, j'imagine, dans une réserve des juvéniles. Et non, pas forcément, parce que les réserves, bon, la plupart, elles ont été créées il y a 30, 40, 50 ans. Et à l'époque, on n'avait pas cette connaissance sur la fonctionnalité écologique des habitats, le rôle de nurserie. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a entre 5 et 10% de nurseries qui sont dans les aires marines, dans les réserves marines. Et à l'extérieur, il y en a aussi. Donc maintenant qu'on les connaît, s'il y a des futures réserves à créer ou s'il y a une extension, comme là sur Banous, on parle d'extension de la réserve, ça sera intéressant de prendre en considération le fait qu'à tel endroit, il y a telle nurserie qu'il faudrait protéger. Et alors, si tu avais des souhaits, des choses encore à faire pour aller dans le bon sens, qu'est-ce que ce serait? Tu sais, en Méditerranée, je crois qu'il y a 10 espèces dont on connaît un peu le cycle de vie et on suit un peu. Mais il faudrait augmenter le nombre d'espèces et surtout des espèces côtières parce qu'elles ont des rôles importants et puis elles sont au niveau de la côte, il y a des pêcheurs à la ligne, il y a tout le monde, il y a une pression énorme. Quoi, donc voilà. Il y a une urgence à agir aussi. Ouais. Il serait temps peut-être que tu t'ailles bosser un peu quand même. Donc là, je t'ai préparé la plaquette. Ah oui, je vois, elle est toute neuve. Et elle est vierge. En plus, je t'ai mis le secteur, donc là, tu as juste à partir là. Ok. Tu vois où c'est, la Catalogne? La frontière. Écoute, allez, au boulot. Hein, d'accord. Bon, merci Philippe. Je t'appelle quand je suis à la frontière. Voilà, on fait comme ça. C'est parti. Salut. Hein. Allez, bon courage. Allez. J'ai de la chance, elle est bonne. Hein. Ouais. Jusqu'à la frontière. Il est sérieux, là? Allez, à plus tard. Hein. Tiens, c'est bon, t'inquiète. J'ai les palmes, c'est bon. En même temps, il est tellement sympa, je peux pas dire non. C'est pas à côté de la frontière espagnole. J'ai chopé la crève. Bon, en même temps, grâce à Philippe, maintenant je sais que relâcher 2500 poissons par an, ça a du sens. C'est pas insignifiant. Elle peut aller se rhabiller la voisine. J'espère que ce qu'ils m'ont filé à la pharmacie, ça va me rebooster parce que demain, je fais l'opération repiquage du coralligène avec Andromède. C'est une plongée profonde. Faut que je sois en forme. Allez. Si tu veux, c'est un site qui a été
où il y a eu une pression dessus, un petit impact à la construction d'un émissaire, où du coup il y a eu un relargage de fines et de particules qui a recouvert le coralligène. Et le coralligène, sur cette zone-là, c'est une zone assez limitée, mais le coralligène est mort, parce qu'il a été recouvert par le sédiment. Donc nous, on a intervenu pour enlever ce sédiment, et pour permettre aux larves de se développer. Simplement, c'est vrai que le coralligène, ça pousse de quelques millimètres par an, donc c'est très très long. Donc l'idée qu'on avait eue avec Écocéan et Damien était d'aller prendre des espèces à proximité, et on va venir les réimplanter sur ce site pour aider à booster d'un certain côté la recolonisation du coralligène. Avec un marteau burin, on va repérer des zones qui n'ont pas été colonisées du coup sur ce coralligène qui a été désenseveli, et on va faire un petit trou qui va être de quelques centimètres carrés pour permettre au support de Damien de venir s'insérer à l'intérieur, et qu'on va venir combler avec une pâte époxy pour que ça tienne dans le temps, parce que c'est quand même l'idée, c'est que ça reste. Bon ben allez, on les emmène. Il n'y a plus qu'à. Allez, on va aller les préparer. Oh là là, les coraux, c'est quand même des créatures de dingue. Un animal qui ressemble à du végétal. Apparemment, ça peut vivre super profond, à plus de 100 mètres. Le spécialiste de la plongée profonde, c'est Laurent Balesta. Il a vécu à moins 120 mètres pendant 28 jours. Hé, hey, rentre. Salut Franck. Salut. Tu vas bien? Très bien, et toi? D'où tu arrives? Eh ben écoute, j'étais avec Florian et Damien sur l'opération repiquage. Oui. Tu sais? Ah, je voulais y aller, j'ai pas pu, mais c'est une belle opération n'empêche. Ouais, c'est super impressionnant. Ouais. Et du coup, j'avais quelques questions à te poser. Ben, y a pas de problème. Alors, en quoi toute cette connaissance que tu as pu avoir à haute profondeur, dans les grandes profondeurs, ça a aussi un impact sur la protection Ah, bah, c'est toujours un peu délicat cette question. La connaissance de ces sites profonds, de leur biodiversité associée, parfois du fonctionnement de ces écosystèmes profonds, ça peut aider au moment de la mise en place d'aires marines protégées. Donc là, si tout à coup tu as découvert qu'il y avait cet endroit qui est absolument préservé, surtout qui est très très riche, et ben, mieux vaut protéger là que juste à côté, évidemment. Et puis créer des corridors aussi, parce que je ne sais pas s'il y a un effet refuge des grandes profondeurs, que tout le monde voudrait croire qu'au fond, il y a un réservoir qui viendra réensemencer le reste. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que les animaux ont parfois besoin de plusieurs zones géographiques pour accomplir l'entièreté de leur cycle. Des endroits où ils se nourrissent, des endroits où ils se reproduisent, des endroits où vivent leurs juvéniles. Et des fois, ce n'est pas du tout au même endroit. Et cette connaissance des zones profondes, comme des zones moins profondes, ça peut aider à dire, ben voilà, ça ne sert à rien de protéger que là, si on ne protège pas l'endroit où ils se nourrissent, si on ne protège pas l'endroit où ils se reproduisent, tu vois, voilà. Alors, ça, forcément, cette utilité-là, elle
elle est indéniable. Voilà, il faut bien connaître ces sites, la biodiversité qui est associée, pour imaginer des mesures de protection ensuite. Alors, est-ce que tu peux me montrer des joyaux aussi? Bien sûr, c'est ce que j'aime faire, hein, de toute façon. Mais, et au-delà de montrer des joyaux, parce que souvent on pense que il y a des animaux extraordinaires, tu vois, c'est-à-dire des espèces. Mais c'est plus que des espèces. C'est des ensembles d'espèces, c'est-à-dire un écosystème. Et puis, une de nos plus belles découvertes, qui commence à être connue maintenant, c'est cette forêt de corail noir qu'on a découverte. Il est blanc, là. Il est blanc, mais tu sais pourquoi? C'est un triste constat. Le corail noir, qui est tout blanc, s'appelle corail noir parce que ceux qui l'ont nommé sont précisément ceux qui l'utilisent mort. Parce qu'effectivement, une fois qu'il est mort, et que la partie vivante, la chair, n'est plus là, dessous, c'est un squelette corné, noir, et si tu le polis, il devient brillant, c'est très très beau. Et ça, c'est pas très loin, hein. C'est au large de La Ciotat, on a découvert ça il y a 14 ans, je crois, la première fois qu'on plongeait dessus. C'est à 75 mètres. D'accord. Donc c'est quand même profond, hein. Mais c'est pas non plus extrême, hein. C'est pas 140 mètres, c'est pas 78 mètres. Tu crois que je serais capable, moi, d'aller voir ça? Ça s'apprend. Aujourd'hui, la plongée en recycleur, c'est démocratisé. Avec, oui, tu peux apprendre. Il faut rester prudent, hein, bien sûr. C'est profond, il faut respecter. Je peux me former, quoi. Carrément. Non, aujourd'hui, c'est tout à fait accessible. Bon, allez, c'est parti. Je tiens encouragé. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est cool. Non, ça me fait plaisir, tu sais. Et puis, je te donne des nouvelles de La Ciotat. Ça marche. À bientôt. Salut Laurent, merci beaucoup. Bonne plongée, sois prudent. Ouais, ça marche. Salut. Bon, moi, il faut que je trouve un endroit pour faire ma conclusion, là. C'est joli, La Ciotat, mais c'est que je vais me poser. Moi. Ah, voilà, ça, c'est parfait. Très bien. Alors, bon, tous ces gens que j'ai vus, qui se battent pour une meilleure Méditerranée, ça m'a fait du bien. Du bien parce que ça change du discours ambiant, ça change de tous ces médias qui n'arrêtent pas d'annoncer des catastrophes, que la Méditerranée est morte, que c'est foutu. Ben non, non. Tous ces gens qui se battent, ça marche. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Salut Franck. Oh Pierre, salut. Tu tombes bien, t'es un peu l'homme de la situation. Je suis en train de faire la conclusion sur tous ces acteurs qui se battent pour une meilleure Méditerranée. Peut-être ça serait intéressant d'avoir ton point de vue. Ah ouais, on peut en parler, volontiers. Allez, vas-y, assieds-toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Méditerranée? Est-ce qu'elle va mieux? Franck, souviens-toi, il y a plus de 40 ans en arrière, tout le monde, les scientifiques et puis l'ensemble des gens qui travaillaient sur la Méditerranée annonçaient une mort de Méditerranée à l'échéance de 10 ans. Aujourd'hui, force est de constater que la Méditerranée n'est pas morte. Oui, elle va mieux. Elle va mieux. Et si effectivement elle va mieux, c'est qu'entre-temps, on a travaillé, on a bossé, quoi. Alors, regarde, on a amélioré l'assainissement, on a créé des stations d'épuration, on a créé des lois, comme la loi littorale, qui a permis notamment de protéger l'urbanisation du littoral. De légiférer un peu les usages aussi. Oui, il a fallu mettre en place des réglementations, les appliquer, quoi. On a créé des réserves marines, on a amélioré la connaissance, on a mieux sensibilisé les gens. Ce qui fait que finalement, par rapport à une situation qui était considérée comme perdue à courte échéance, finalement, c'est pas le cas, quoi. Et donc ça, c'est important de le dire, quoi. Donc de trouver cette dynamique-là, de dire que finalement, quand on se met à travailler sur un sujet, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si on pense qu'on a peu de succès, en fait, le fait d'avancer, de travailler, fait qu'on améliore les choses. En fait. Ça peut marcher, mais il faut continuer à bosser. Oui, alors si la situation s'est améliorée, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de travailler, quoi. Donc aujourd'hui, on doit gérer d'autres problématiques, mais on a beaucoup plus de moyens techniques, beaucoup plus de moyens financiers, beaucoup plus de moyens humains. Les gens ont envie de protéger cette mer Méditerranée, quoi. Et donc si on a réussi à se sauver d'une situation désespérée il y a 40 ans en arrière avec beaucoup moins de moyens, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'espérer continuer sur cette lancée-là et de faire en sorte que cette situation s'améliore encore plus? En fait, c'est l'association de toutes ces dynamiques qui crée une dynamique positive. Oui, effectivement, quand tu as eu du succès, que tu arrives à remporter des victoires, ça t'encourage en fait à faire encore plus d'efforts et à créer des synergies avec l'ensemble des partenaires. Mais ouais, donc en fait, voilà, on a gagné des batailles, mais le combat continue. La Méditerranée n'est pas morte et elle n'est pas près de mourir. À bientôt.
Bon, et ben voilà, moi j'ai ma conclusion. Merci Pierre. Avec plaisir. Alors moi j'ai très envie de voir ce coralligène profond à 120 mètres. Il faut que je me forme. Tu viens avec moi? Oh là là là. Bon, allez, j'y vais. Il est où Laurent? Laurent? Ah, il faut que tu me formes, hein. La Méditerranée. La Méditerranée. Je sais. C'est pas mal comme titre, ça, les gars, non? La Méditerranée n'est pas morte. Ah, c'est bien. J'espère que ça va être un bon film. Le monde du silence gueule. Y en a marre, gros. Quand tu vois les images des océans, tu penses à tes vacances turquoises au sable blanc. Mais ça devient la zone, c'est la survie sous les mers. Suffit de creuser sous la partie cachée de l'iceberg. Entre marée noire et pêche massive, assez dingue pour créer des continents de plastique. Tu joues au con avec tes yachts au shot en or massif. Des dégâts non remboursés par la MAF ou la Massif. Pista, on peut encore changer ça. Le monde du silence gueule.